Comme dit le vieux proverbe, on est ce qu'on mange. Mais en réalité, la plupart d'entre nous n'ont absolument aucune idée de ce qu'il y a vraiment dans les trucs qu'on avale tous les jours, et encore moins des erreurs cachées derrière leur fabrication. Alors aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur des procédés et ingrédients franchement dérangeants qui se cachent dans certains de tes aliments préférés. Entre des abeilles qui vomissent, de la viande récoltée à la glu, et même un petit tour dans le cycle de vie ultra glauque des hot dogs et des boîtes de spam, voici des aliments que tu ne remangeras jamais après avoir découvert comment ils sont fabriqués. Les bonbons. Ce petit cochon est allé au marché, ce petit cochon est resté à la maison, et ce petit cochon-là a vu ses os, ligaments, tendons, et sa peau broyée puis cuit pour fabriquer des bonbons. Aussi horrible que cela puisse paraître, ce n'est pas si loin de la réalité. Et tout commence avec un produit qu'on connaît tous, la gélatine. Ou plutôt un ingrédient obtenu en faisant bouillir la peau, les tendons, les ligaments et les os de porc, mais aussi parfois de vache. Mais pourquoi est-ce qu'on retrouve des carcasses animales bouillies dans nos bonbons? Eh bien, la réponse tient en un mot, le collagène. Le collagène est la protéine la plus présente dans le corps, qu'on retrouve dans les os, la peau, les muscles et bien plus encore. Son rôle principal est de renforcer les tissus conjonctifs. Et justement, cette propriété est aussi super utile pour stabiliser des trucs comme la gelée et les bonbons. Le collagène cependant n'est pas soluble dans l'eau sous sa forme naturelle, donc il doit être modifié pour devenir de la gélatine. Les fabricants broient les morceaux d'animaux, puis les traitent avec un acide puissant pendant environ 24 heures. Le tout est tout de suite bouilli dans l'eau, ce qui casse les liaisons protéiques du collagène et permet d'obtenir une forme de gélatine utilisable. Finalement, ces restes d'animaux totalement méconnaissables se retrouvent dans certains de tes bonbons préférés, comme les oursons gélifiés, les candy corn ou encore les Sour Patch Kids, pour ne citer que. Même si franchement, Sour Patch Pigs serait quand même un nom beaucoup plus approprié. Viande transformée. Ah, y a-t-il vraiment une meilleure odeur que celle du bacon au réveil? Mais aussi alléchante que puisse paraître cette délicieuse promesse bien salée, le bacon cache aussi une réalité plutôt morbide. Ouais, le bacon peut te tuer, et pas seulement. À cause de toutes ces graisses saturées et du cholestérol qui bouche les artères. Laisse-moi t'expliquer. Pour fabriquer certaines de nos viandes préférées comme le bacon, les saucisses, le salami ou encore le bœuf séché, pour n'en citer que quelques-unes, elles doivent passer par des procédés de conservation comme le salage, le fumage, le séchage ou le saumurage. Pendant ces procédés, on ajoute du nitrite de sodium car il permet de conserver la couleur rouge de la viande, améliorer le goût en empêchant l'oxydation des graisses et d'éviter le développement de bactéries. Cependant, des composés N-nitrosés peuvent se former à partir de ces nitrites et de nombreuses études ont montré qu'ils pourraient augmenter le risque de plusieurs types de cancers à cause de leur interaction avec les cellules et l'ADN du corps. Surtout après exposition à de fortes températures durant la cuisson. Bref, tout ça veut dire qu'une mort par saucisse est techniquement possible. Donc on va peut-être prévenir ta mère tout de suite. Sur une note un peu moins mortelle, regardons de plus près quelques knackis. Hot dog. Plus précisément, qu'est-ce que cette soi-disant viande qu'on retrouve dans les hot dogs? Eh bien, cette viande est en réalité un composé de parure, autrement dit, un terme bien vague utilisé par les fabricants pour désigner la peau, le sang, le foie, la viande de tête, les pieds et à peu près toutes les parties considérées comme des déchets après l'abattage d'un animal. Alors qu'une saucisse est traditionnellement fabriquée à partir de porc, les hot dogs, eux, sont généralement un mélange de dinde, de poulet, de bœuf et de porc. Les restes de tous ces animaux sont balancés ensemble, broyés, puis mélangés avec de l'eau, des épices et du sirop de maïs jusqu'à former une pâte bien gluante. Et comment cette pâte de viande obtient-elle cette fameuse forme de saucisse qu'on connaît tous? Grâce à la sous-muqueuse, autrement dit la membrane, le collagène présent dans l'intestin grêle des animaux. Ouais, les hot dogs avec boyaux naturels sont littéralement enveloppés dans des intestins de porc, de mouton, de chèvre ou de bœuf, et même parfois de cheval. Tandis que d'autres hot dogs sont sans peau, préparés dans des boyaux en cellulose, retirés une fois la viande cuite et raffermie. Franchement, moi ça me dégoûte, c'est juste tellement pas appétissant. Le miel. Les abeilles sont la preuve vivante que les plus petits peuvent être les plus puissants. Mais en plus de polliniser les trois quarts de nos cultures essentielles, elles fabriquent aussi quelque chose de délicieux dont les humains comme Winnie l'ourson raffolent, le miel. Mais au fond, tu sais comment le miel est fabriqué? Eh bien, tout commence avec le nectar. Les abeilles récoltent cette substance sucrée dans les fleurs puis la stockent dans ce qu'on appelle un jabot à miel, situé entre leur œsophage et leur système digestif. Après une grosse journée à récolter du nectar, l'abeille retourne à la ruche et régurgite le nectar directement dans la bouche d'une autre abeille. Et ici, on juge pas les délires de chacun, ok?
Bref, les abeilles continuent ensuite de se transmettre les nectars les unes aux autres, chaque abeille ajoutant davantage d'enzymes digestives, jusqu'à ce que le nectar, désormais sucré et partiellement digéré, soit déposé dans une alvéole de la ruche. À ce stade, le nectar est encore très liquide, donc pour éliminer l'excès d'eau, les abeilles ventilent les alvéoles avec leurs ailes afin d'accélérer l'évaporation. Ensuite, l'abeille scelle l'alvéole grâce à une délicieuse sécrétion provenant de son abdomen qui finit par durcir pour devenir de la cire d'abeille, offrant ainsi un stockage parfait pour cette collation ultra énergétique que les abeilles consomment. Donc ouais, pour faire simple, le miel c'est du vomi de plusieurs abeilles à la chaîne. La nature est magnifique, pas vrai non? Le poulet. Quand il n'est pas frit façon fast-food et servi avec des frites, le poulet peut être une des viandes les plus intéressantes sur le plan nutritionnel. Riche en vitamines B6 et B3, le poulet est bénéfique pour le développement du cerveau ainsi que pour le système immunitaire et nerveux. Mais malgré ça, le poulet pourrait quand même t'envoyer prématurément au cimetière, et tout ça à cause de certaines pratiques franchement douteuses dans l'industrie de la volaille. Dans les années 70, les producteurs de volailles ont trouvé une méthode plutôt maligne pour gagner encore plus d'argent avec leur poulet, si tu vois ce que je veux dire. Et ils ont appelé ça le gonflage. En gros, le procédé consiste à injecter de l'eau salée dans les morceaux de poulet. Une pratique toujours utilisée aujourd'hui, et c'est totalement légal tant que c'est vaguement indiqué quelque part sur l'emballage. Les fabricants affirment que ça améliore le goût et le moelleux du poulet, mais comme le prix de la viande est généralement calculé au poids, les fournisseurs qui utilisent cette méthode peuvent faire payer plus cher pour moins de vrais poulets. Certaines sources estimant même que ça peut représenter jusqu'à 1,50€ supplémentaire par paquet. Mais ce poulet gonflé à l'eau te vole quelque chose de bien plus important que ton argent, ta santé. Alors qu'un blanc de poulet normal contient généralement entre 45 et 70 mg de sodium par portion, un blanc de poulet gonflé peut en contenir entre 200 et 500 mg, et ça représente déjà une grosse partie de l'apport maximal quotidien recommandé de 2300 mg de sel, tout ça pour un simple blanc de poulet qui paraît totalement inoffensif. Ce surplus de sel inattendu peut facilement pousser les consommateurs à adopter un régime beaucoup trop salé, sans même s'en rendre compte, entraînant hypertension et potentiellement la plus grande cause de mortalité, les maladies cardiaques. Alors comment éviter ça? Le problème, c'est que les poulets gonflés sont presque impossibles à repérer. C'est pas comme s'ils étaient énormes, gonflés de partout avec des veines apparentes comme un culturiste sous stéroïdes. Cependant, si tu vois un emballage avec les mentions amélioré, saumuré ou même contient un bouillon de poulet naturel, il y a de fortes chances qu'il ait été bien gonflé à l'eau salée. Bref, après toutes ces histoires de sel, j'ai envie de manger un truc sucré. Mais même dans le monde des gourmands, les apparences sont trompeuses. La glace. Imagine la scène, on est en plein mois d'août, il fait une chaleur infernale, des gouttes de sueur dégoulinent sur ton visage pendant que le soleil transforme lentement en merguez. Tu rêves d'une bonne glace. Puis au moment où tes milliers de papilles accueillent cette glace bien fraîche, c'est le paradis absolu. Mais si je te disais que ce que tu dégustes vraiment, c'est de l'antigel et du jus de derrière de castor? Enfin, techniquement, c'est possible. Peu de gens le savent, mais de nombreuses glaces, ainsi que d'autres produits comme le glaçage, la bière ou certains médicaments contiennent un ingrédient appelé propylène glycol. Cet ingrédient se retrouve aussi dans les peintures, les détergents, les engrais et surtout l'antigel. Alors, est-ce qu'on devrait s'inquiéter d'avoir de l'antigel dans nos glaces? Eh bien, le propylène glycol est un liquide incolore, inodore, un peu sirupeux et légèrement sucré. Son rôle dans l'antigel et la glace est d'ailleurs très similaire. Il abaisse le point de congélation de l'eau en empêchant la formation de cristaux de glace, ce qui est parfait pour l'antigel et permet aussi aux glaces de rester bien crémeuses. Alors, le problème? Eh bien, à dose toxique, cette substance peut provoquer des crises cardiaques ainsi que des insuffisances rénales et hépatiques. Cependant, étant donné qu'il faudrait consommer environ 100 fois plus de propylène glycol que ce qu'une personne absorbe normalement via son alimentation pour atteindre une dose dangereuse, il est généralement considéré comme sans danger. Pour que ça devienne mortel, il faudrait en manger énormément. Et si ton moyen préféré pour y arriver, c'est la glace, à ce stade-là, tu risques surtout le diabète et une migraine monumentale due au cerveau gelé. Et donc, cette histoire de derrière de castor alors? Bon, techniquement, ce n'est pas exactement du caca, mais on en est franchement pas loin, puisqu'il s'agit d'une sécrétion anale. Ouais, cette substance, appelée castoreum, est produite par les glandes anales des castors et utilisée avec leur urine pour marquer leur territoire. Et il se trouve que cette substance peut aussi se retrouver dans nos glaces. Et non, ce n'est pas parce que les castors essayent de s'approprier ton pot de glace préféré. Apparemment, le castoreum aurait une odeur incroyable, proche d'un mélange aromatique de framboise et de vanille. On préfère ne même pas imaginer dans quelles circonstances les humains ont découvert ça, mais le castoreum a commencé à être utilisé comme substitut à la vanille au début des années 1900. Éviter ce jus de derrière est plus compliqué qu'on ne le pense, surtout que les fabricants l'indiquent souvent simplement sous le nom d'arôme naturel, ce qui rend encore le truc encore plus inquiétant.
Même si beaucoup de fabricants assurent aujourd'hui ne plus utiliser cet ingrédient étrange, le fait qu'ils ne soient pas légalement obligés de le mentionner signifie qu'il existe toujours une petite chance que ta prochaine glace soit parfumée à l'eau de fesses de castor. Chewing-gum. Quand tu mâches au chewing-gum, tu pars seulement du principe que c'est juste une façon innocente d'occuper ta mâchoire. Pourtant, derrière cette innocente pâte à mâcher se cache une vérité assez dérangeante, les moutons. Ok, là faut peut-être un peu de contexte. Pour fabriquer du chewing-gum, il faut une base gommeuse. Celle-ci est généralement composée d'un mélange de polymères, de plastifiants, de résine et d'un ingrédient le plus étrange, la lanoline. C'est quoi ça, tu te demandes? Eh bien, c'est une substance grasse sécrétée par les glandes sébacées des moutons. Composée de 170 acides gras, la lanoline permet de rendre la laine et la peau des moutons imperméables. Alors pourquoi est-elle utilisée dans les chewing-gums? Apparemment, elle aide à obtenir cette texture tendre et élastique, et c'est franchement bizarre et même pas vraiment indispensable. Alors comment éviter de mâcher du jus de glande de mouton? Bien le mieux, c'est d'opter pour un chewing-gum vegan, parce qu'en réalité, pour les chewing-gums classiques, les fabricants ne sont pas obligés de révéler précisément les ingrédients présents dans la base gommeuse. Donc le seul moyen d'être sûr que tu ne mâches pas du gras de mouton, c'est de choisir un produit légalement garanti sans ingrédients d'origine animale. Pendant que tu mâches tout ça, profites-en pour lâcher un petit like et t'abonner à la vidéo d'ailleurs. C'est gratuit et je te garantis que ça ne laissera pas un goût bizarre dans ta bouche, contrairement à certains des aliments franchement inquiétants qui arrivent juste après. Shake protéiné. Aujourd'hui, 2 Américains sur 5 consomment régulièrement des boissons et shakes protéinés. Et franchement, pourquoi pas? Avec des études montrant qu'un apport supplémentaire en protéines peut favoriser la prise de muscle, la perte de poids et même renforcer le système immunitaire, ça paraît être une évidence. Sauf que, derrière tous ces miracles se cache une vérité à glacer le sang, ou plutôt à faire cailler le lait, le fromage. Aujourd'hui, il existe des compléments protéinés pour tous les régimes alimentaires, mais la star du secteur reste sans aucun doute la whey, une protéine d'origine animale, et si tu ne le savais pas, c'est techniquement parlant du jus de fromage. Laisse-moi expliquer. En gros, le fromage laitier est fabriqué en chauffant et en faisant cailler du lait à l'aide de bactéries et d'un mélange d'enzymes appelé présure, lequel provient de manière assez peu appétissante de l'estomac de jeunes veaux. Lorsque le lait caille, les parties grasses coagulent et forment le lait caillé qui deviendra le fromage. Le liquide restant, lui, c'est le lactosérum. Miam. Pour fabriquer la poudre protéinée, ce lactosérum liquide est filtré afin de séparer les protéines des graisses et des glucides. Puis les protéines sont séchées par pulvérisation d'air chaud et froid pour retirer l'humidité. Au final, on obtient une poudre blanche. Bon, évidemment, du jus de fromage séché, ça n'a pas un goût incroyable. Donc on ajoute des arômes et des additifs comme du chocolat par exemple. Mais si l'idée de boire de l'eau de fromage en poudre ne te dégoûte pas déjà suffisamment, les effets potentiels sur le corps pourraient peut-être te refroidir. Plusieurs études ont suggéré que les hormones présentes dans les produits laitiers pourraient augmenter le risque de cancer de la prostate et du sein, mais aussi favoriser la chute de cheveux, l'acné et les problèmes de cholestérol. Cela dit, ces études restent non concluantes et d'autres recherches ont trouvé des résultats contradictoires au fil des années. Les vrais problèmes liés à certaines poudres de whey viennent surtout de la partie du processus de fabrication. Dans beaucoup de protéines whey, surtout les versions les moins chères, la méthode utilisée pour filtrer les protéines du reste du lactosérum entraîne des effets secondaires plutôt inquiétants. Les produits utilisant la filtration par échange d'ions, qui est la méthode la moins coûteuse et la plus rentable pour les fabricants, donnent au final des protéines de moins bonne qualité et moins nutritives à cause des produits chimiques agressifs utilisés. Et ce n'est pas tout. Malgré les tentatives pour les éliminer, de petites quantités de ces substances chimiques peuvent rester présentes dans le mélange final. Résultat, ton shaker protéiné peut contenir des traces de métaux lourds comme le plomb, l'arsenic, le cadmium ou le mercure. Et disons juste que ce n'est pas exactement le genre d'assaisonnement que tu veux consommer tous les jours. Pour limiter les risques, cherche la mention sans filtration par échange d'ions sur l'étiquette. Ou alors fais comme moi, saute complètement les shakes protéinés et ne fais jamais de sport. Franchement, je ne vois absolument pas comment ça pourrait avoir des conséquences négatives sur la santé, hein? Colle à viande. Certains aiment leur steak saignant, d'autres bien cuit. Mais peu importe ta préférence, savais-tu que le steak que tu manges pourrait en réalité être composé de morceaux de viande assemblés à la colle pour ressembler à une vraie belle pièce de viande? Laisse-moi te présenter la transglutaminase, surnommée la colle biologique naturelle. Cette enzyme est naturellement présente chez les humains, les animaux et les plantes. Elle peut être extraite ou produite par des bactéries dans des bioréacteurs avant d'être transformée en poudre. Son rôle est de lier les protéines entre elles grâce à une réaction chimique, ce qui lui permet, aussi bizarre que ça puisse paraître, de fusionner presque parfaitement plusieurs morceaux de viande en seulement 4 à 24 heures. Comme il s'agit techniquement d'une colle biologique, elle est généralement considérée comme sans danger, et serait parfois même utilisée envers certains bouchers ou chefs pour donner l'apparence d'une pièce de viande premium à partir de simples chutes de viande moins qualitatives. Malgré ça, la colle à viande soulève quand même quelques inquiétudes sanitaires.
Mais pas vraiment à cause de la colle elle-même, puisqu'une fois cuite, elle est considérée comme relativement inoffensive. Le vrai problème vient plutôt du fait que différents morceaux de viande peuvent contenir différentes bactéries, et les coller ensemble revient donc à multiplier les risques de contamination. Cela dit, la colle à viande permet quand même des créations assez marrantes. Franchement, imagine toutes les possibilités. Les fruits de mer. Quand on y pense, c'est quand même étrange qu'un des symboles du luxe culinaire soit de manger des œufs salés volés dans le ventre d'un poisson. Bref, tu vois ce que je veux dire, le caviar. Et oui, adoré par les aristocrates du monde entier, le caviar est en réalité constitué d'œufs prélevés dans le ventre d'un poisson très précis, l'esturgeon. Comme les esturgeons sont rares et difficiles à élever, leurs œufs sont considérés comme particulièrement précieux. D'où le prix complètement délirant. Pour récupérer les œufs, l'esturgeon est la plupart du temps abattu. Les récolteurs l'endormant avant d'ouvrir son ventre. Une fois récupérés, les œufs sont vérifiés, nettoyés des impuretés, puis prêts à finir leur destinée dans la gorge d'un duc ou d'une duchesse. Bon, je suis pas là pour te faire un débat philosophique sur le fait de tuer un animal et de manger ses enfants à naître, mais le fait est que l'abattage massif des femelles esturgeons et leur incapacité à se reproduire ont failli provoquer l'extinction de plusieurs sous-espèces avant l'arrivée de protections légales au début des années 2000. Donc honnêtement, les esturgeons mériteraient peut-être une petite pause. Cela dit, le caviar n'est pas le seul fruit de mer haut de gamme à avoir un parcours un peu barbare avant d'arriver dans ton assiette. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais lorsqu'on avale une huître, il y a de fortes chances pour qu'elle soit encore vivante, ou morte depuis très peu de temps. La raison est simple, les huîtres mortes depuis trop longtemps commencent à développer des bactéries dangereuses pouvant provoquer de la fièvre, des vomissements, des frissons et de la diarrhée. Résultat, les amateurs de gastronomie de luxe mangent généralement leurs huîtres vivantes. Sauf s'ils veulent que Bertrand le majordome subisse les conséquences explosives du derrière de Lord machin machin. Monster Energy. Bon, c'est probablement une surprise pour personne, les boissons énergétiques sont pas exactement vraiment faites et bonnes pour la santé. Mais le niveau réel de danger d'une canette de Monster Energy est sûrement bien pire que ce que t'imagines. Une canette classique de 500 ml contient environ 55 grammes de sucre, soit bien plus que les 36 grammes de sucre quotidien recommandés pour un homme adulte. Non seulement un excès de sucre peut provoquer des caries, mais aussi une prise de poids, une augmentation des risques de problèmes de la santé comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2 ou même certains cancers. Mais si tu as encore besoin d'une preuve montrant à quel point cette boisson est une horreur, regarde plutôt cette vidéo. Et oui, lorsqu'on la fait bouillir pour évaporer l'eau qu'elle contient, la Monster Energy se transforme en une espèce de goudron collant, ce qui montre à quel point cette boisson est bourrée de sucre. Mais au-delà des quantités astronomiques de sucre, cette boisson monstrueuse contient aussi un énorme mélange d'acides et de stimulants comme la taurine, le guarana, le ginseng ou encore la L-carnitine. Pris individuellement et en petite quantité, ces ingrédients peuvent avoir certains effets bénéfiques, mais consommés quotidiennement via des boissons énergétiques, ils peuvent conduire à une alimentation beaucoup trop acide, provoquant une détérioration des muscles et des os. Pourquoi ? Parce que le pH du sang devient trop acide, poussant le corps à dégrader les fibres musculaires et à puiser du calcium dans les os afin de neutraliser cette acidité excessive. Donc ouais, tu peux te sentir plein d'énergie, mais ça a un coût énorme pour ton corps. Donc mon conseil, évite cette boisson, ce truc est vraiment un monstre. Spam. Au cours de notre brève existence sur Terre, certaines des plus grandes énigmes de la vie nous échappent encore. Comment sommes-nous apparus ? Que se passe-t-il après la mort ? Et bordel, c'est quoi le spam ? Bon, pour commencer, regardons un peu les origines du spam. Dans la ville d'Austin, au Minnesota, en 1991, George J. Hormel fonda son propre abattoir et centre de transformation de viande. En 1929, son fils Jay, héros de guerre, reprit la direction de l'entreprise. Son objectif était de créer un produit unique pouvant être déposé comme marque par la société Hormel. Le résultat, le spam. Et même si on surnomme souvent la viande mystère, il s'agit simplement d'un mélange d'épaules de porc et de jambon provenant de la cuisse du porc. Ces morceaux de viande sont passés dans un broyeur puis mélangés avec des additifs dans un environnement sous vide afin d'éviter que l'humidité ne s'échappe de la viande. Ensuite, le mélange est automatiquement versé dans des boîtes métalliques qui sont ensuite scellées, stérilisées et chauffées, cuisant directement la viande à l'intérieur des boîtes prêtes à être consommées. Bon, au-delà du concept déjà un peu dérangeant de viande écrasée puis recomposée, ce n'est pas si terrible, pas vrai ? Eh bien, ce sont surtout les additifs présents dans le spam dont tu devrais peut-être te méfier. En plus d'un peu de sucre et de fécule de pommes de terre, chaque boîte contient une quantité énorme de sel.
Combien exactement? Eh bien, l'étiquette indique un petit 770 mg, mais ça correspond uniquement à une portion de 60 grammes. Une boîte standard contient environ 340 grammes, ce qui représente au total 4620 mg de sel. Une véritable bombe pour la tension artérielle. Et c'est pas tout. La viande contient aussi du nitrite de sodium, qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, peut se transformer en nitrosamine lorsqu'il est exposé à de fortes températures. Des composés potentiellement cancérigènes. Cela dit, grâce à sa capacité à empêcher le développement de bactéries, le nitrite permet au spam de se conserver très longtemps. En fait, même si la qualité du spam est censée commencer à diminuer après 3 ans, il n'existe pas de véritable date de péremption, seulement une date de consommation conseillée. Donc en théorie, le spam pourrait se conserver indéfiniment. Longue vie au spam immortel, prêt à nous suivre tous et à enseigner aux civilisations futures les merveilles du jambon et de l'épaule de porc salé et réduit en bouillie. Petit déjeuner. Même si on entend souvent dire que les petits déjeuners est le repas le plus important de la journée, le type de petit déjeuner que tu manges tous les matins pourrait en réalité te faire bien plus de mal que de bien. Des céréales glacées aux céréales multicolores, les céréales du petit-déj sont généralement fabriquées à partir de céréales transformées enrichies en vitamines et en minéraux. Cela dit, elles sont loin d'être aussi nutritives que ce qu'elles prétendent, puisqu'elles sont aussi bourrées de sucre et de glucides raffinés. De manière assez choquante, une portion recommandée de 37 grammes de Frosties contient 12 grammes de sucre, soit plus que 100 ml de coca classique. Et tu peux être sûr que la plupart des gens dépassent largement cette portion recommandée. Mais ce n'est pas tout. La majorité des céréales industrielles sont fabriquées à partir d'un procédé appelé extrusion. Ce procédé consiste à mélanger les céréales avec de l'eau afin de créer une sorte de pâte liquide. Ensuite, ce mélange est envoyé dans une machine d'extrusion qui façonne des petits anneaux en pétales croustillantes que tout le monde connaît. Cependant, selon le biochimiste Paul Stitt, le procédé d'extrusion qui consiste à forcer les céréales à travers de minuscules ouvertures sous de très fortes températures et pressions détruit simultanément la plupart des nutriments naturels des céréales ainsi que les vitamines synthétiques ajoutées au mélange. Résultat, les céréales deviennent essentiellement de simples glucides sucrés qui n'apportent quasiment aucun bénéfice nutritionnel, à part faire grimper rapidement la glycémie avant de provoquer un énorme coup de fatigue quelques heures plus tard. Pour un vrai bon petit déjeuner, le mieux reste de manger des aliments nutritifs et peu transformés comme des œufs, des fruits, du yaourt et encore des flocons d'avoine. Un autre truc que tu devrais peut-être éviter au petit-déj, c'est le jus d'orange. Ouais, c'est plein de vitamine C, mais ceux qui s'inquiètent davantage du diabète et du scorbut seront peut-être surpris d'apprendre qu'une bouteille de 300 ml de Tropicana contient quasiment autant de sucre qu'une canette de Coca-Cola. Mais ce n'est pas tout. Les marques qui prétendent vendre du pur jus d'orange 100% ne sont pas forcément aussi honnêtes qu'elles le prétendent. En réalité, le jus d'orange fraîchement pressé se conserve très mal. Donc les fabricants retirent l'oxygène pour prolonger sa durée de vie. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils retirent aussi le goût naturel de l'orange. Les fabricants rajoutent alors des packs d'arômes pour redonner le goût au jus. Et comme ces arômes sont fabriqués à partir de composants chimiques de l'essence et de l'huile d'orange, les entreprises peuvent légalement continuer à afficher 100% pur jus d'orange comme seul ingrédient. Mais techniquement, même ça n'est pas totalement vrai, car beaucoup de jus d'orange industriels contiennent aussi des pesticides. Dans les méthodes de fabrication classiques, l'orange entière est souvent pressée, y compris la peau, qui est aspergée de pesticides pour éloigner les insectes. Résultat, des traces de pesticides peuvent finir dans les jus. Certains pesticides utilisés à cet effet, appelés inhibiteurs de cholinestérase, sont toxiques pour le système nerveux. Et plusieurs premières études commencent à suggérer un lien possible entre ces pesticides présents dans le jus et les risques accrus de démence. Bon, maintenant que toutes les joies du petit déjeuner ont été complètement détruites, je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à manger tristement nos flocons d'avoine, nature, sans sucre, comme les pauvres paysans que nous sommes. Tu sais quoi, tant pis, la vie est trop courte. Je vais me prendre un sandwich spam, bacon, caviar, steak collé à la glu, accompagné d'un jus d'orange et d'un shake protéiné glace au miel, et le jus de derrière de castor. À emporter le tout, s'il vous plaît. Bref, sur cette note particulièrement mauvaise pour la santé, on arrive à la fin de cette vidéo. Y a-t-il des aliments que vous ne remangerez plus jamais après avoir vu cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.